tous, je m'appelle Antoine Masséna, je suis représentant de la marque La Fleur Lily pour LVC Corp à Brooklyn et donc dans la ville de New York. La Fleur Lily, c'est un vin 100% français de Bergerac qui est vendu et préparé exclusivement pour vous, les consommateurs américains. Aujourd'hui, pour cette occasion un peu spéciale, je me trouve dans le domaine du château d'Ina, en compagnie de Monsieur Christophe Lavaux. Bonjour Christophe. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Monsieur Lavaux a gentiment accepté de déguster et de nous donner un avis sur les nouveaux millésimes de la Fleur Lily, donc l'édition 2022 que vous recevrez bientôt, mais aussi quelques-unes de ces bouteilles. Donc restez attentifs. Monsieur Lavaux, première question. Vous êtes propriétaire depuis 1984 du prestigieux domaine, comme je viens de le dire, du château d'Ina. Oui. Une ville avec l'appellation de Castillon et la ville de la commune de Puisseguin juste à côté. Moi, une question me vient en premier, c'est qu'est-ce que cela fait d'entendre, quand je viens de vous dire 1984, on se dit déjà, comment vous le décririez-vous, s'il vous plaît? Effectivement, on se dit déjà, le temps passe très vite et quand on regarde ça, on pense que on va être peut-être vers la sortie, puisque voilà, les années passent. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a acquis une expérience aussi et qu'on a vu une évolution dans le métier. Ok. Oui, j'ai entendu dire même, et moi un petit peu cité tout à l'heure, que vous aviez quand même un parcours qui est assez impressionnant. Vous avez été président d'une école de formation, vous avez commencé comme vendeur à 20 ans, c'est bien ça? Comme enseignant. Comme enseignant à 20 ans, voilà. Je pense que c'est quand même assez précurseur, je pense, de commencer à 20 ans direct enseignant. Oui, c'était. Et aujourd'hui, viticulteur. Et même aujourd'hui, on peut rajouter sur votre CV, du coup, votre long CV, que vous prêtez votre palais pour le marché américain, on peut le dire aujourd'hui. Effectivement. On le voit avec Monsieur Costin. Avec Victor, on a une collaboration depuis 18 ans et depuis quelques années, il me sollicite régulièrement pour donner mon avis. Nous allons donc déguster ces vins. Où est-ce que c'est? On va dans votre chai? On va déguster dans mon chai, dans le chai de stockage bouteilles, là où on prépare les commandes. Donc on va avoir une petite vision des bâtiments, là où on stocke les bouteilles. Et donc du coup là nous allons nous diriger vers le stock de division, comme vient de le dire Christophe. Un endroit assez quand même, un cadre comme vous pouvez le voir assez magnifique autour de nous. C'est vraiment sympa d'être accueilli. Merci encore une fois Christophe. De rien. Et j'en profite, j'ai une question un peu plus d'ordre international. C'est-à-dire, quelle est à peu près, avec votre ressenti personnel, la vision du marché américain et nord-américain? Comment le décririez-vous? Le marché américain, pour ce qui concerne les États-Unis, proprement dit, je trouve que par rapport au début, ça s'est un peu simplifié parce qu'on avait des démarches administratives importantes à faire avant d'expédier du vin aux États-Unis. Maintenant, c'est un peu plus simple. Donc tout se passe bien. On est dans un pays qui a quand même une connaissance des vins puisqu'il y a une production locale. Pas comme quand on a démarré des marchés en Chine où c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas la population n'avait pas cette formation à déguster des vins. C'était pas dans les coutumes. Les États-Unis sont un peu plus habitués à goûter des vins, donc globalement ça se passe bien. Le marché après nord-américain, qui est le Canada ou enfin le Québec ou l'Ontario, c'est plus compliqué puisqu'on travaille avec des monopoles d'État et donc voilà une réglementation très très spécifique. Après, on travaille aussi en Amérique du Sud, on a travaillé au Brésil et on travaille maintenant au Mexique depuis pas mal d'années. Bon voilà, on s'est habitué au marché d'export. Donc depuis 84, tout simplement, vous vous êtes dit, le marché s'est amélioré, les relations se sont peut-être améliorées aussi. Oui, oui. En fait, c'est ce qui est le plus important quelque part. Et tout à fait. Pour ça que je suis là aujourd'hui en tant qu'étudiant, parce que je permets, on va dire, de promouvoir pour les États-Unis directement chez le vigneron et ça apporte une approche plus sympathique, je pense, et même plus professionnelle. On peut dire, ça rassure un peu le vigneron? Oui, ça comme ça. Alors, en même temps, et ça rassure le vigneron, mais aussi, je pense que pour le consommateur, c'est important aussi de voir un petit peu d'où viennent les vins. Il y a eu une période où on avait des chambres d'hôtes. Et en chambre d'hôte, on recevait aussi du public
qui venaient des quatre coins du monde. Et ce qui était important pour eux, c'était la première des choses qu'ils faisaient quand ils avaient le verre de vin à déguster. Ben, ils faisaient, bon là on n'a pas dégusté ce matin parce que c'est pas trop la saison dans la vigne, mais c'était ça qui était important. C'était merveilleux. On a eu des dames qui étaient restauratrices aux États-Unis et le verre de vin dans la vigne, c'était le Pérou, comme on dit. Voilà. Là, ça t'appelait ce côté toujours grandiose et spectaculaire qu'ils aiment bien les États-Unis. Oui, oui, oui. Et je crois que ça perdure encore un petit peu parce que il y a certaines entreprises encore, comme je vous avez dit, la PVSA propose des tournées encore et il y a encore des vignerons qui accueillent et qui présentent leur chai et tout. Donc je pense que il y a encore de beaux jours devant nous, quoi. Oui. Et ça, pour moi, c'est la base aussi de la confiance que les consommateurs peuvent avoir avec le vigneron, de voir sur place et d'être accueillis, même si c'est modeste, mais au moins de voir où c'est fait et un contact, parce que le jour où ils ouvrent une bouteille, ils savent où est-ce qu'ils l'ont dégusté avec le vigneron et d'où ça vient. Très bien, merci Christophe pour cet avis complet. Et donc nous y sommes. Nous sommes dans votre local de dégustation. Est-ce que cette salle a une petite histoire particulière? Est-ce que c'est une des premiers endroits où vous avez stocké du vin, par exemple? Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Non, pas tout à fait. C'était un chai qu'on a acheté pour s'installer un peu plus à l'aise pour stocker les bouteilles, parce que vous voyez que ça prend un peu de place. Et être à côté du domicile pour faciliter la réception des clients. Ok, tout est à portée de main et voilà. donc ça facilite les choses. Je précise encore une fois que ces bouteilles sont directement sorties des cuves naturelles, c'est-à-dire que quand je suis allé chercher les vins, en tout cas la Fleur Lily, le vigneron me les a sortis directement de la cuve, parce qu'en fait comme c'était en 2002, il y a donc il peut y avoir peut-être un côté un peu filtration. Voilà. J'insiste là-dessus, mais du coup on ne peut pas faire plus naturel. Et tous ces vins donc sont produits à Bergerac et vendus et préparés uniquement pour le marché nord-américain, en tout cas ce qui concernera la gamme La Fleur Lily. Le reste des autres vins, c'est la gamme les trois produits qu'on travaille avec Victor. Donc une cuvée en Castillon traditionnelle, une autre cuvée élevée en fût de chêne, toujours en Castillon, et une petite cuvée en Saint-Émilion Grand Cru. Chine. Ah oui. La première année que je suis allé en Chine, en 2000, chinoise qui était en BTS Vitivenon avec mon fils. D'accord. Et du coup, et puis on était donc dans la zone toujours sweet. Et donc la composition est la suivante. On a 50% de Sauvignon, 50% de Sémillon. 50% de Sauvignon. Alors, apparemment, fruits exotiques. Alors voilà, c'est deux cépages. Le sémillon qui va nous apporter plutôt le côté rond et la sucrosité, et le sauvignon qui est un cépage connu quand on l'utilise pur en blanc sec pour ses notes très fruitées. D'accord, ok, très bien. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Merci. Hop. Merci. Alors évidemment, dans une dégustation, on fait faire un petit rappel de base. La première chose qu'on regarde, c'est la couleur. Alors sur un vin effervescent comme ça, on est sur des teintes dorées, voilà, qui sont très jolies. Après, on verra sur les vins rouges, on regarde aussi la limpidité, l'intensité de la couleur. Deuxième chose, c'est le nez. On sent pour voir, alors c'est moins flagrant sur un effervescent, mais sur les blancs, rosés, rouges, on va avoir l'odeur qui est importante. Et ensuite, la dégustation. Voilà. Quand on est en dégustation professionnelle, on n'avale pas.
Oui, bien on sûr. recrache. On recrache quand je suis convoqué, comme c'est le cas demain, pour l'organisme de contrôle qui vérifie l'appellation des vins. On peut être amené à déguster 30 échantillons en suivant. Donc, vous imaginez que si on avale, on ne va pas au bout de la dégustation. Ne serait-ce qu'une gorgée, c'est sûr. Voilà. Alors effectivement, j'ai pas fait ce que je dis, j'ai avalé, mais bon, c'est pas grave. Sur un vin effervescent, ce qui est important aussi, c'est la sensation avec les bulles et l'intensité des bulles qu'on peut avoir en présence en bouche ou dans le verre. Voilà. Là, on est sur un millésime semi-sweet, avec un petit peu de sucre. Et donc là, on sent bien en bouche la sucrosité qui est bien présente, de la souplesse, de la rondeur et les notes fruitées qu'on a aussi après en fin de bouche quand on a avalé. C'est aussi important. Sur d'autres vins, on va noter la longueur en bouche. Et donc, ici, on est avec un vin quand on a goûté, qui appelle à en boire un deuxième. Très bien, super. Nous passons à... On va passer donc au semi-sweet blanc. Semi-sweet blanc en Côte de Bergerac. Qu'est-ce qu'il nous dit lui derrière? Alors ici, il nous dit qu'on est avec le même assemblage de cépages. D'accord. Et donc on va voir si on a une différence, le fait qu'il n'y ait pas de bulles ou avec les bulles. D'accord. Très bien. Je sais pas si c'était on a mélangé les bières ou pas. Merci. Mais c'est pas grave. Alors ici, on sent que les arômes sont un peu plus développés. On a ces arômes sucrés, un petit peu de floral et en même temps du miel. Je précise que d'après les dires de Victor, c'est le vin le plus vendu. Oui. C'est son vin le plus phare. D'accord. De la gamme La Fleur-Lily. Alors par rapport au vin effervescent, on sent qu'il y a un petit peu plus de sucrosité. Mais ça, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de bulles. Parce que avec les bulles, ça fait quelque chose d'un peu plus aérien ou un peu plus aérien en bouche. Ici, on a la sucrosité, voilà, un vin. Pour moi, ça, c'est un excellent produit à consommer. Vraiment. Soit pour le plaisir, soit pour le plaisir à l'apéritif, soit avec un petit peu de foie gras. Voilà, ça va très bien. Pour allier la gastronomie et le vin. Bien sûr, voilà. Bien sûr, ça va ensemble généralement. Ça va de pair, voilà. Et voilà, on a un assemblage différent puisqu'on travaille pas avec les mêmes cépages. Évidemment, on pourrait faire un vin blanc avec des variétés de vin rouge, puisque c'est le cas en Champagne où on fait avec du pinot. Ici, on a un assemblage avec 40% de Merlot, 30% de Cabernet Franc et 30% de Cabernet Sauvignon. Très bien. Voilà.
je vois un petit peu des fruits, fraises, Voilà, la red fraise. berries. Ouais. D'accord. Allons-y, laissons-nous tenter. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque déjà de Cyrano, on en buvait du vin? Mais peut-être pas de la même qualité quand même. Non, les pratiques, même si la méthode pour faire du vin, c'est toujours Et même que celle des Romains, peut-être. peut-être voilà, d'avoir un raisin sain et bien mûr. Et c'est ça la base pour faire un bon vin. Il faut avoir une bonne matière première. La bonne matière première, c'est un bon raisin bien mûr. Pas de pourriture parce qu'on va avoir des arômes qui ne seront pas recherchés. Sur un vin rosé comme celui-ci, on regarde la teinte qui ne doit pas être trop intense parce qu'après on va être trop près du vin rouge. Ici on a une jolie couleur, rose très, très limpide, c'est très joli. Au nez, on a ces arômes de raisin frais et de petits fruits rouges. Alors quand je dis petits fruits rouges, c'est voilà, on est voilà sur le côté de la fraise, de la groseille, de petits fruits rouges un petit peu acidulés, un peu croquants. Voilà. Mhm. On verra après que dans les vins rouges, on est sur du fruit rouge, mais un peu plus cassis, mûr. Voilà, un peu plus mûr, un peu moins acidulé. D'accord. Bon, ici, on sent après en bouche les fruits frais. Voilà, ce qu'on évoquait, les mêmes fruits qu'on avait au nez, la fraise et la groseille. Très bien. C'est le rendu que nous souhaitions. Et on va goûter. Et donc ça, c'est voilà pour un vin rouge semi-sweet. Donc ça, c'est pas autorisé en appellation d'origine contrôlée, que ce soit à Bordeaux ou à Bergerac. Des vins rouges sucrés, c'est pas autorisé. Donc la famille Castin a fait le choix de le faire en vin de France pour faire un produit qu'ils aiment et qui correspond au marché, qui peut correspondre au marché américain. On est sur quelle base à l'arrière de... Alors ici, pardon, pour les cépages, on est à 80% de Merlot, 15% de Cabernet Franc et 5% de Cabernet Sauvignon. Ce qui est à peu Donc, près... il y a un assemblage avec beaucoup de Merlot, parce que le Merlot, c'est un cépage qui apporte plus de rondeur, les Cabernets plus de tanin, plus de charpente. Donc si on veut avoir un vin de ce style, c'est comme on a le côté sucrosité, on va utiliser un cépage qui va nous permettre de garder plus de sucrosité. D'accord. Donc toujours rester sur la sucrosité. Voilà. Ok, super. Très bien. À nos palais. Donc ici, on a une couleur voilà, d'un vin jeune, puisqu'on est avec un 2022. Donc il a quelques mois de vie. Et on voit au bord du verre des teintes violines. On est vers le violacé. Plus on est vers le côté un petit peu violet, c'est sur un vin jeune. Ensuite, quand on va être sur un vin vieux, on va avoir des couleurs un peu plus tuilées, un peu plus pelure d'oignon, si on va chercher des vins très vieux. Et la teinte c'est parfaitement limpide, l'intensité est très jolie. Alors au nez, je trouve que c'est un petit peu discret, mais c'est normal parce que c'est un vin qui est un peu frais. En température, on est un petit peu frais, mais on sent ces notes de fruits rouges. Donc là,
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le côté cassis frais qu'on retrouve en bouche. Alors en bouche, on a plusieurs étapes quand on déguste. La première étape, c'est l'attaque, la première sensation quand on prend en bouche. Donc là, on sent bien la sucrosité, on sent bien le fruit. Après, quand on l'a en bouche un petit moment, on a ce développement des tanins qui reste très, très souple, puisque c'est l'objet d'un vin comme ça, c'est d'avoir cette sucrosité, cette souplesse qui fait que c'est agréable à boire très facilement. Et après, on a la fin de bouche qui nous donne globalement la sensation et si on a une persistance importante. Oui. Il respecte ses valeurs. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Oui, oui. Très bien. Le premier vin qu'on déguste, c'est le Château d'Ina en Castillon-Côte de Bordeaux, dans le millésime 2015, qui a été noté 91 sur 100 au Wine Enthusiast. Donc, quelque part, une belle récompense pour notre travail aussi. Voilà. C'est un vin qui est vendu donc du coup dans les stores avec Victor, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Oui, oui. Très bien, très bien. Donc ici, on voit que, bon voilà, 2015, c'est un vin qui a 7 ans. On voit au bord du verre qu'on est encore avec des couleurs, on va dire plutôt rubis, pas des couleurs violines comme on l'a évoqué tout à l'heure sur un vin jeune. On est rubis, on n'a pas encore de notes d'évolution. Bon, pour bien voir la couleur, normalement on regarde sur un fond blanc pour que ça soit neutre. Si on regarde sur le fût, ça va être voilà, comme ça, sur un fond blanc comme ça, et on voit que la couleur n'a pas encore évolué vers les notes tuilées. D'accord, d'accord. Alors ici, on passe au deuxième vin. Donc c'est le Château Clos Hortense dans le millésime 2019. Voilà, Saint-Émilion Grand Cru. Et donc on a une proportion de cépages qui est 50% Merlot et 25% des Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Contrairement au Château d'Ina qu'on a dégusté tout à l'heure, qui avait une proportion de cépages de 70% de Merlot, 15% de Cabernet Sauvignon et un peu de Malbec. 15% de, pardon, je dis des bêtises, 15% de Malbec et 30% de Cabernet Sauvignon. Très bien. Donc ici, on est avec un vin un petit peu plus jeune. Le fait qu'on soit avec 50% de Cabernet, puisque finalement ça revient à ça, dans l'assemblage 50% de Cabernet, 50% de Merlot, on a une intensité colorante qui est un petit peu plus faible que des vins à majorité Merlot. Et puis, voilà, on va au niveau de l'élaboration du vin, on extrait un petit peu moins, parce qu'autrement le Cabernet donne des tanins très, très puissants, très, très robustes, qui vont à l'encontre d'une dégustation sur du jeune. Donc, comme on a des consommateurs qui dégustent de plus en plus jeunes les vins, il faut pas trop extraire pour pas aller chercher des tanins trop durs qui empêchent de goûter le vin dans les premières années. De notre gamme qui est distribuée aussi par Victor, le cuvée Prévenche en 2016 qui avait eu une note de 92 sur 100 Wine Enthusiast aussi. Donc ici avec un assemblage de 90% Merlot, 5% des deux Cabernet. Et un élevage partiel en fût de chêne. Donc on voit que la couleur reste
reste intense et pas de notes d'évolution. Voilà. Une bonne stabilité. Oui. Donc là, dans les arômes, on sent en plus du fruit, on sent les notes un petit peu vanillées, toastées, qui sont apportées par l'élevage en fût de chêne, qu'on retrouve après en bouche. Donc des tanins supplémentaires. Avec l'élevage en fût de chêne, on a des tanins supplémentaires, mais par ce travail du fût de chêne qui est la micro-oxygénation, c'est-à-dire qu'on a un échange, l'oxygène passe à travers le bois de la barrique, et donc ça vient assouplir on apporte du tanin en plus, mais on vient assouplir les molécules de tanin par la combinaison avec l'oxygène, ce qui fait qu'on a cette souplesse en bouche, même s'il ne reste pas de sucre, on a quand même une souplesse et une rondeur en bouche qui vient par ce travail-là. Christophe, que j'ai l'impression que, vu tous les vins qu'on s'est présentés aujourd'hui, les Américains sont quand même chanceux, on peut se le dire, d'avoir des personnes passionnées qui s'occupent de leur domaine. De toute façon, les notes au Wine Enthusiast le prouvent. La Fleur Lily 2022 est apparemment une année qui, on peut dire... excellente. Ouais. Et donc, vous les retrouverez dans les stores indiqués quand je le mettrai sur le site internet de Victor. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de dire merci beaucoup Christophe. Grâce à vous, on a pu passer un bon moment. Et puis, on a pu en apprendre beaucoup de choses. Bon, très bien. Je vous remercie. Et puis, mais merci et bonne dégustation à tout le monde. C'est ça. Mon truc,